Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. La saison du Bayern a été très contrastée. Julian Nagelsmann, le coach du Bayern en début de saison, était en lice pour le triplé, malgré les critiques sur le jeu et les matchs nuls du Bayern après la Coupe du Monde. Ils ont marqué 112 buts et ils en ont encaissé 34. Donc il a 73% de victoire, 8% de défaite, et ils sont à 1 point de Dortmund, mais qui vont affronter et qui n'ont pas vraiment le niveau, on l'a vu d'ailleurs sur la confrontation. Donc tous les voyants sont au vert. Mais non, au moment où les matchs importants arrivaient, il y a dû avoir quelqu'un dans les bureaux qui a regardé un graphique là, et il a vu une courbe vers le bas, et il a dit oh là là, on risque de tout perdre. Et donc Oliver Kahn et Salihamidzic ont fait un pari en se séparant de Nagelsmann pour le remplacer par Thomas Tuchel. Pari stupide, hein. Je l'ai dit à la minute où il s'est fait virer. Vous pouvez trouver la vidéo sur la chaîne. Et surtout, tu perturbes un groupe en place où il n'y avait pas de crise de vestiaire. Comme j'expliquais, certains ont dit oui, mais un tel ou un tel n'était pas content. C'est pour ça qu'il fallait changer, son groupe ne l'aimait pas. Alors, tout est faux là-dedans. Comme j'ai dit dans la vidéo, il y aura toujours un joueur mécontent parce qu'il joue pas. Ça veut pas dire que les joueurs sont mécontents, hein. Et que du coup le coach n'aurait pas l'adhésion de son vestiaire. D'ailleurs, le groupe l'a soutenu. C'est pareil dans toutes les équipes, hein. Cancelo à City, pareil. Hazard au Real, Kessié ou Fati au Barça, Payet à Marseille, CR7 à United, etc. La liste, elle est longue. Et ils étaient deuxième en championnat à 1 point de Dortmund qu'ils affrontaient. Donc quand c'est comme ça, tu laisses bosser ton coach. C'est comme ça qu'on voit qu'une équipe est bien gérée. C'est qu'on laisse faire le technicien et on fait les comptes en fin de saison. Sauf si tu enchaînes les défaites, bon là tu vois que ça va pas dans le vestiaire. Bon là, tu peux pas attendre le bilan de fin de saison. T'es obligé de changer pour relancer et impulser une nouvelle dynamique. Là d'accord. Mais Kahn et Salihamidzic ont voulu justifier leur salaire et montrer qu'ils étaient plus malins que tout le monde, hein. Donc ils ont viré Nagelsmann pour sauver le Bayern qui prenait une mauvaise direction selon eux. Alors 1, ils n'ont pas une boule de cristal pour dire un truc pareil. 2, c'est pas comme ça qu'on travaille au Bayern. On laisse le coach travailler, à moins de résultats catastrophiques et d'une mauvaise ambiance. Et 3, même dans l'absolu, c'est bête de gérer comme ça. Donc si tu fais un pari comme ça, honnêtement, tu joues ta place. Parce que soit t'es un visionnaire, et auquel cas, tu fais le triplé, tu gagnes des titres, et t'avais raison, soit t'es un paria. Et il vaut mieux le réussir, sinon ça va te retomber dessus. Normal, puisque c'est pas normal de travailler comme ça. Résultat, en championnat, ils ont été très moyens, le contenu également, élimination en Coupe d'Allemagne et en Ligue des Champions. On se retrouve avant le dernier match, et le constat est clair, leur pari est perdu. Le jeu, il est pas meilleur, les résultats non plus, ils sont même pires. Et ils gagnent le titre à la 89e avec 71 points. Un total qui leur aurait même pas permis d'être champion dans les autres championnats, hein. Dans les grands championnats en tout cas. Conclusion, Kahn et Salihamidzic prennent la porte pour leur pari qui a plombé la saison du Bayern. On ne sait pas si Nagelsmann aurait fait mieux, mais on a vu qu'avec leur pari, ils ont fait pire. Et Nagelsmann n'aurait pas fait pire. Donc, leur éviction à tous les deux est justifié et c'est bien fait pour eux. N'en déplaise à des gens comme Paulo Breitner qui nous expliquent que c'est pas la question de savoir si c'était bien d'avoir viré Nagelsmann ou non. Bah si, en grande partie. Alors il nous explique que la direction a vu l'an dernier qu'ils avaient perdu contre Villarreal. Ouais mais c'était un projet à long terme, hein. Quand ils ont fait venir Nagelsmann, c'était un projet à long terme. Au moment où ils l'ont fait venir, il y avait sur le marché, il y avait Pochettino, Conte, Allegri, on peut même dire Löw, et même si c'est pas très crédible, Zidane. Donc, de l'expérience, il y en avait si c'était ce que tu voulais. Et l'âge de Nagelsmann était bien connu de tout le monde. Tu fais pas un transfert à 20 millions d'euros sur un jeune coach pour dire 1 an et demi après « Ah, mais en fait, ça manque d'expérience ». Pour finir avec des indemnités monstrueuses et finalement une opération à 70 millions. Ça n'a aucun sens. C'est quoi cette explication ? C'est pas parce que le club essaie de justifier par la rhétorique des faits qui ne leur sont pas favorables que ça veut dire que ça tient la route. Entre les mots et les actes, il y a un écart. C'est pas congruent tout ça. Non, ils ont voulu faire un pari à la con pour une raison débile. Oui, débile, parce qu'une équipe, ça se travaille dans le temps et la stabilité. Tout le reste, c'est de la littérature. Ils ont voulu faire un pari, ça n'a pas marché, et maintenant ils doivent payer. Alors, Paulo Breitner, il nous explique aussi, oui, les explications du board sont cohérentes, il était plus capable de faire évoluer son équipe, et ils ont préféré mettre de l'expérience plutôt que la jeunesse, du coup c'est logique. Non, ça l'est pas du tout.
Quand t'es à 73% de victoire, alors que l'année dernière t'étais à 70%, excuse-moi, mais moi j'appelle ça une progression. Surtout quand t'es encore en lice pour le triplé. Donc non, pas du tout, ça n'a aucun sens. D'autant plus que, qu'est-ce qu'on apprend après le licenciement des deux énergumènes là? On apprend que Oliver Kahn avait contribué à créer une atmosphère de travail horrible pour tout le monde. Tout le monde au club. Ils ont demandé à Uli Hoeneß est-ce que c'était une déception d'avoir mis Oliver Kahn en tant que président, et il a répondu a posteriori, il faut convenir que c'est le cas. La grande déception tient au fait que j'ai pensé qu'avec sa seule personnalité, il pourrait remplir le rôle. Mais à la place de cela, il s'est entouré de conseillers externes qui ont contribué à répandre une atmosphère catastrophique au sein du club. Fin de citation. Bon, maintenant qu'on a dit ça, il est temps de se projeter sur l'année prochaine. D'abord, est-ce qu'il faut changer de coach? Clairement non. Je passe mon temps à vous expliquer qu'un coach a besoin de temps pour installer ses idées s'il en a, mais là c'est autre chose. Donc c'est pas en changeant encore de coach que le Bayern pourra avancer. Là t'as Tourelle, qui n'aurait pas dû être là, il y est. Donc on va s'appuyer sur lui et profiter des 5 mois où il a commencé à mettre des choses en place pour prendre de l'avance sur la saison prochaine. On devrait donc retrouver un Bayern en 4-2-3-1. Je ne vois pas renverser le 4-2-3-1, hein, qui est devenu un peu la formation de base depuis que Carlo Ancelotti l'a instauré à l'hiver 2017 lors de son passage au Bayern. Donc déjà, qui on évacue et qui on recrute? Avant de les faire un par un, on commence déjà par les fins de contrat. Ulreich, il est en fin de contrat, il a 34 ans. Sommer sera là l'an prochain en doublure de Neuer. Je doute qu'il veuille re-signer. Je pense donc qu'il partira. Cancelo, le Bayern a déjà dit qu'il ne lèverait pas l'option d'achat parce qu'elle est trop élevée. Dommage, mais je pense qu'il devrait la lever et l'installer à droite de la défense. Daley Blind, c'est horrible, j'ai toujours envie de dire Danny Blind. Daley Blind, c'est terminé, ça a déjà été annoncé. Choupo-Moting, il a prouvé cette année qu'il pouvait bien aider l'équipe. Je le garde aussi, tout en le prévenant qu'il sera à la doublure d'un titulaire qu'on va recruter. Ensuite, pour les autres, concernant les gardiens, Neuer, on garde. Ulreich, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Sommer, on garde. Pour les défenseurs, Upamecano, je garde. De Ligt, je garde. Pavard, alors je garde, mais il est annoncé sur le départ parce qu'il voudrait jouer dans l'axe. Donc on va considérer qu'il va partir. Davies, je garde. Il était un temps annoncé au Real Madrid, mais Pérez a dit qu'il n'y aurait plus d'arrivée. Donc à moins d'une arrivée surprise, et à mon avis ce sera Mbappé, je doute que Davies vienne. Sarr, je garde. Hernandez, là c'est compliqué. Il revient de blessure, donc tu sais pas où il en est. Mais il a 1 an de la fin de son contrat et il sera en contact avancé avec le PSG. Donc on va considérer qu'il va partir aussi. Mazraoui, je garde. Stanisic, je garde. En gros, je garde, en vrai je garderais bien tout le monde. À part Hernandez et Pavard qui veulent partir. Moi je garderais tout le monde. Je donne plus de temps de jeu aux joueurs qui sont déjà présents. Plutôt que d'aller chercher un autre latéral par exemple. Bon, si jamais je perds effectivement Pavard et Hernandez, j'ai considéré que je les perdais. Alors d'abord je recrute Timber de l'Ajax d'Amsterdam. Il peut jouer à droite, il peut jouer dans l'axe. Et je pense que ce sera un parfait joueur pour remplacer Pavard. Il connaît De Ligt. Pour moi, c'est le joueur qui fitterait parfaitement avec le Bayern. Ensuite, si je perds Hernandez, je recrute Aymeric Laporte. D'abord parce que vu qu'il joue pas beaucoup, à mon avis, il est pas trop cher. Il peut jouer à gauche, il peut jouer dans l'axe. Et ça tombe bien parce que Davies, je le vois plutôt jouer la plupart des matchs. Donc voilà, Aymeric Laporte, tu peux le mettre dans l'axe, tu peux le mettre à gauche pour faire souffler tes titulaires. Pour moi, ce serait le joueur qu'il faut. Milieu de terrain, Kimmich, je garde. Goretzka, je garde. Gravenberch, je garde. Musiala, je garde évidemment. Sabitzer, je garde et je le mets... Je vais pas dire je le mets titulaire, mais je le mets devant Goretzka pour mettre la pression à Goretzka. Donc voilà pour les milieux. Alors, en recrue, ils ont déjà annoncé Konrad Laimer. Il viendra en transfert gratuit. À part ça, je recruterai personne. Hein. Je pense qu'il y a déjà ce qu'il faut au Bayern de Munich. Hein. Le problème, il n'est pas là. T'as pas besoin de plus de joueurs. Hein. Les joueurs, ils sont déjà là. Ils sont bons. Ils sont dans la force de l'âge. Pour moi, t'as pas besoin de recruter. Devant, Serge Gnabry, je garde pour le faire jouer à son poste. Hein. Terminer les dépannages en pointe.
parce que c'était vraiment pas concluant. Leroy Sané, je le vends parce qu'il a une valeur marchande et pour faire de la place à mes autres joueurs. Bon, je suis très critique avec ce joueur, ultra talentueux, mais qui stagne depuis longtemps, j'en ai déjà parlé. Alors c'est hyper bizarre, mais depuis que j'ai fait ma vidéo sur lui, je l'ai trouvé quand même en progression. Mais voilà, ça reste en dessous de ce qu'on pourrait attendre de quelqu'un qui a des caractéristiques physiques et techniques qu'il a. Pour cette raison, je m'en sépare. Je le verrai bien au Barça, à la place de Rafinha, qui ne me convainc pas. Xavi peut peut-être en tirer quelque chose, je sais pas. Et puis, je sais pas à quel point l'altercation qu'il a eue avec Mané a pu dégrader le vestiaire. Donc pour toutes ces raisons, je m'en sépare. Coman, je garde. Mané, je garde, sauf s'il veut partir, mais j'ai rien entendu dans ce sens-là. Donc je le garde et je le mets à son poste. Müller, je garde. Matistel, je garde. Donc finalement, qu'est-ce qui manque à cette équipe? Bah, je crois qu'on est tous d'accord. Il manque un avant-centre. Alors, moi, j'ai deux idées. La première, c'était celle à laquelle je pensais déjà depuis l'année dernière, quand on a appris que Lewandowski partait. Ma première idée pour le remplacer, c'était Patrick Schick. Voilà. Il connaît déjà la Bundesliga, c'est un très bon finisseur, c'est quelqu'un qui se déplace bien dans les espaces. Pour moi, il fitait très bien, parce que je pense pas que le Bayern a besoin d'un attaquant à la Osimhen, qui court beaucoup, qui fait des appels à droite à gauche, parce que le Bayern, c'est une équipe qui va énormément miser sur ses ailiers. Donc, ce que vous avez surtout besoin, c'est d'un très bon finisseur. Et Patrick Schick aurait très bien fait l'affaire. Sauf que cette année, Patrick Schick a été énormément blessé. Je crois qu'il n'a pas beaucoup joué, hein, à blessure aux adducteurs. Et alors après, ça veut rien dire du tout, hein. L'année prochaine, il peut venir et être très très bon, hein. Moi, je me rappelle toujours du cas Van Nistelrooy. Quand il arrive à Manchester United, il vient de une année de quasi-saison blanche parce qu'il a eu une rupture des ligaments croisés. Tout le monde a dit à Ferguson, mais qu'est-ce que tu fais aller chercher un mec rupture des ligaments croisés dans les années 90? Je vais pas vous dire que c'est fin de carrière, mais en tout cas, c'était un gros coup dur. Même si c'était un jeune joueur de 24 ans. Mais Ferguson l'a pris quand même, et dès sa première année, il a explosé tous les chiffres. Il a mis York et Cole sur le banc. Donc voilà, moi depuis cette jurisprudence, c'est pas une blessure qui devrait empêcher un recrutement si le joueur est bon, et Patrick Schick, il est très bon. Mais j'ai un meilleur plan, encore meilleur que Patrick Schick, en tout cas qui a plus de garanties. Pour moi, cette équipe devrait recruter Dusan Vlahovic de la Juventus. Bon, la Juventus, vous savez qu'ils sont dans une situation très compliquée, hein. 15 points, 10 points, bon, ils ont plein de problèmes extrasportifs. Si tu restes à la Juventus de Turin, tu vas pas faire avancer ta carrière. Donc, Dusan Vlahovic, pour moi, c'est le joueur qu'il faut aller chercher quand tu as besoin d'un neuf. Parce que les neufs, on va pas dire qu'il y a énormément de très très bons neufs aujourd'hui, puisque l'avancante n'est plus l'alpha et l'oméga d'une équipe. Avant, c'était ça, hein, il fallait un grand avancante, un grand gardien. Bon, ça a changé aujourd'hui, hein. Si vous n'avez pas des bons milieux de terrain, si vous n'avez pas des bons ailiers, des bons latéraux, ça va être très compliqué pour vous. Donc, moi, j'irai chercher Vlahovic et je pense qu'il se marierait parfaitement avec cette équipe. Là encore, on est sur un très bon finisseur, quelqu'un qui sait bien interpréter les espaces, qui se place bien. Voilà, pour moi, c'est le fit parfait. Il est expérimenté, il est dans la force de l'âge. Ça aussi, c'est pas un petit jeune et c'est pas non plus quelqu'un qui est en fin de carrière. Donc, pour moi, c'est celui qu'il faut prendre pour le Bayern de Munich. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette saison du Bayern de Munich. Quel joueur vous verriez bien dans cette équipe? Je vous lirai avec une grande attention, hein. Vous voyez, je réponds toujours aux commentaires. Et puis, ça va nous permettre de discuter, d'échanger, et c'est toujours très intéressant. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, un petit like, ça me fait plaisir, et puis ça aide la vidéo à être mise en avant. D'ailleurs, je suis pas mal mis en avant par YouTube en ce moment, ça fait plaisir. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à mettre un like, parce que ça m'aide, un commentaire évidemment. Là, je suis parti pour une vidéo par jour jusqu'à dimanche. A très bientôt. Cette histoire, elle est incroyable, hein, et vu que c'est moi qui ai écrit le récit sur Wikipédia il y a 3 ans, je vais me servir de ça pour alimenter cette vidéo. La défaite contre la Yougoslavie en novembre 90 laisse des traces. Certains joueurs, dont Michael et Brian Laudrup et Jan Heidze, se retirent de la sélection en désaccord avec les choix tactiques du sélectionneur. Le Danemark termine 2e et se retrouve donc éliminé. Mais coup de tonnerre,
Le 30 mai 1992, l'UEFA exclut la Yougoslavie de toute compétition européenne, y compris de l'Euro 92. Michael Laudrup, qui avait juré ne plus vouloir jouer pour le sélectionneur Richard Müller-Nielsen, est sollicité pour réintégrer l'équipe. Mais estimant que l'équipe avait peu de chances de bien figurer dans un groupe très relevé, il a choisi de rester en vacances. Le sélectionneur avait annoncé la couleur d'entrée. Soyons clairs, nous allons en Suède pour gagner la compétition. Tout le monde a rigolé. La veille de la finale, Stephen Effenberg m'a dit « Tu sais, après le match, si tu veux, on échangera nos maillots, hein ?» Et j'ai dit « Aucun problème, on fera ça. » J'ai bien entendu dans sa voix que c'était genre 2, 3, 4-0 pour l'Allemagne. Après le coup de sifflet final, j'ai cherché Stephen Effenberg. Il est où? Il est prêt pour échanger nos maillots? Non, il a quitté le terrain et je l'ai pas revu après.